Sur la côte des Robert, on n'y était pas encore, mais on va y arriver très vite. Là, en tout cas, on est sur des faux plats montants à 3-4%, et croyez-moi, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Et on est obligé de s'employer, de mettre du braquet. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a quoi, 40 coureurs hein, qui composent le peloton à présent. Pas plus. Voilà, on est au pied de la côte des Robert. Hein. Les coureurs attaquent actuellement. La côte des Robert au total qui fait 1600 mètres, mais une seule portion vraiment très pentue avec un passage à 13% plutôt dans la dernière partie. Bon, l'échappée est terminée hein, au pied de la côte des Robert pratiquement. Ben Gastower et Quentin Paché savent maintenant que le souffle du peloton va résonner à leurs oreilles. Et c'est Trek, coureur de l'équipe Trek hein, qui attaque le premier. Alors on va attendre de voir quand même de qui il s'agit. C'est le champion d'Autriche apparemment qui vient effectivement de sortir. Donc Ricardo Zeudel qui sort. Il a un beau maillot hein, Ricardo Zeudel. On l'avait vu déjà noté à l'attaque l'an passé sur la Drôme Classique. Zeudel aime cette épreuve. Il est en train de le démontrer. Je vous rappelle que l'an passé c'est Romain Bardet qui s'était imposé, mais l'arrivée n'était pas jugée à Livron. L'arrivée avait lieu à Valence. Allez, Zeudel qui vient de sortir avec une certaine aisance, en confiance, hein, le coureur de l'équipe Trek. On sait qu'ils étaient dans la roue des Orica et aucun coureur, enfin en l'occurrence Daryl Impey n'a pas réagi sur cette attaque. Est-ce qu'il aurait dû le faire, le leader de l'équipe Orica, ou est-ce qu'il doit encore laisser ses équipiers qui sont finalement assez nombreux? Tant qu'il a des équipiers pour faire le boulot à sa place et contrôler les attaquants, autant en profiter bien entendu. Même si là on sent que c'est un peu c'est Adam Yates qui tente de revenir sur Ricardo Zeudel, mais on a l'impression qu'il il sait pas s'il doit y aller franchement ou s'il doit finalement attendre son leader. Il va bénéficier de l'aide d'un coureur de l'équipe BMC. Alors on a donc deux hommes désormais, mais avec quelques mètres d'avance sur le peloton à la poursuite de Zeudel. L'équipe BMC qui a été très discrète hein, jusqu'à présent et qui est peut-être en train de se dévoiler. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, quand on voyait les équipes françaises se dévoiler très tôt à 50 km de l'arrivée, on se demandait mais où sont passées les grandes équipes BMC, Trek, Orica, Ethics? Eh bien les voilà dans le final à 20 km. Ces équipes World Tour qui aiment décidément les courses compactes qui se dessinent dans les tout derniers kilomètres. Ouais, Romain Bardet toujours troisième position, lucide. Effectivement, les coureurs de l'équipe Ethics revenus aux avant-postes qui mènent un train soutenu. Alors qu'actuellement, en tête du peloton, nous avons l'Espagnol Carlos Verona pour la formation Ethics qui fait son travail d'équipier. Ça explose derrière. Et ouais, ça revient... On est dans la côte des Robert, je vous le rappelle. Ça revient doucement mais sûrement. C'est pas vraiment des attaques, hein, ce sont des accélérations qui font mal. Mais je pense que les attaques c'est pour plus tard. Même si là évidemment un coureur de l'équipe AG2R me dément, et tant mieux. Maxime Bouet, Boc Mollema, Romain Bardet, Verona dans la route de Romain Bardet. Fedrigo non après Jonathan Hiver. Accélération de Romain Bardet, Patrick. Oui, parce qu'il a pu apercevoir aux avant-postes que Zeudel ne creusait pas vraiment l'écart. Et c'est Romain Bardet qui prend l'initiative. Un petit peu, c'est marrant de retrouver un an plus tard Zeudel, Bardet, ce sont les noms qu'on avait cités déjà l'an passé sur cette même Drôme Classique. On a Johan Bagot qui s'accroche derrière, qui maillot rouge de l'équipe Cofidis, effectivement. Bardet qui fait le forcing là, pour essayer. Il fait mal. Avec Boc Mollema dans sa roue. On rappellera que Boc Mollema avait pris la 6e place du Tour de France en 2013. Et là, pour l'instant, Mollema a l'air très bien dans la roue pour protéger bien sûr la fugue de son coéquipier, le champion d'Autriche Zeudel aux avant-postes. Il veut éviter que Romain Bardet ne le rejoigne.
en restant collé dans sa roue. Vous voyez la présence à l'avant pendant de nombreux kilomètres de Ben Gaster finalement et profite bien aux coureurs de l'équipe AG2R qui ont pu effectivement bien s'abriter derrière les coureurs de l'équipe Orica qui étaient contraints d'emmener le peloton. Et qui est la grande battue pour l'instant. Parce que l'équipe Orica, après avoir roulé, on a vu Daryl Impey tout à l'heure tenter de réagir. Ouais. Il n'a pas pu finalement suivre Romain Bardet. Il n'a pas pu suivre également Bokeh Mollema qui sont en train de se détacher. On a l'impression que c'est le tournant de la course. Bien pas, ça y est, Cyril Gauthier qui met en route. Ah, j'ai l'impression que c'est un petit peu tard quand même. Cyril Gauthier. Des fois c'est plutôt trop tôt et là c'est trop tard. On n'est jamais content. On est difficile. Oui, on est exigeant. Hein. On est exigeant, c'est normal. C'est tellement facile assis sur notre siège. Le vélo est exigeant aussi. Hein. Allez, Zeudel en tête. Attention derrière avec Romain Bardet qui est en train d'essayer de rentrer mais pas seul avec un deuxième coureur de l'équipe Trek. C'est Bokeh Mollema. 3 ou 4 là, parce qu'on est quand même à moins de 20 km de l'arrivée, mais c'est pas fini. Il y a encore deux difficultés avant de rejoindre l'arrivée. Cyril Gauthier qui roule plutôt en tête de ce peloton mais qui ne part pas seul. On voit les coureurs de la Française des Jeux un petit peu plus loin. Il est pas content Cyril Gauthier. Oui, mais Cyril il a raté le coche quand même lorsque Romain Bardet a accéléré. C'est Sébastien Delfosse pour Wallonie-Bruxelles qui est venu se placer en tête du peloton. On le reconnaît à son grand gabarit. Et le peloton pour l'instant qui a laissé filer Romain Bardet et Bokeh Mollema. Voilà, que vous allez apercevoir intercalé derrière Zeudel, toujours en tête. J'ai oublié de citer un coureur. Allez, Romain, qui bénéficie de l'aspiration un petit peu de la moto, involontairement. Il est revenu sur Zeudel, il continue tout seul. Il continue sa progression. Il a bien raison, il a compris que par surprise, là comme ça, avec de l'élan, en revenant sur Zeudel, il fallait continuer. Bravo. Vous avez vu tout à l'heure, quand on vous a montré Romain lorsqu'il était dans le deuxième peloton, il avait sa surveste blanche. On garde jamais sa surveste ou sa bâche, comme disent les coureurs, dans le final d'une course. Il a enlevé tout ça. Parce que maintenant, on a eu froid au départ. C'était bien d'ailleurs d'avoir cette surveste sur les premiers kilomètres quand on sait que son coéquipier Jean-Christophe Perrault a abandonné, frigorifié dans les premières heures de course. Eh bien, Romain Bardet, lui, a enlevé sa surveste et maintenant jette toutes ses forces dans la bataille dans les 17 derniers kilomètres pour cette remontée vers Livron. Il est en train de faire la différence dans cette descente de la côte des Roberts. Il s'est fort bien accommodé des pourcentages exigeants de cette difficulté. Et derrière, eh bien, les Trek finalement n'ont pas pu l'accompagner ou ont plutôt peut-être souhaité se regrouper, attendre. Et puis maintenant, allez vous organiser sur une petite route comme ça, pas large. Ça descend longtemps, il n'y a plus vraiment d'équipiers, c'est un petit peu chacun pour soi, donc ça c'est plutôt favorable pour la progression de Romain Bardet d'avoir un peloton derrière qui aura du mal à s'organiser. Alors on a donc, vous l'avez vu, Sébastien Delfosse avec le maillot jaune de Wallonie, derrière lui il me semble que c'était toujours Carlos Verona, et l'on revient sur la tête de la course avec Romain Bardet, un grand champion. C'est un champion qui se fixe des rendez-vous et qui s'y tient. Oui. C'est peut-être pas la plus grande course de la saison, évidemment, la Drôme Classique. Mais pour Romain Bardet, c'est psychologique. Il sait que s'il est en forme. Et vous savez, l'année dernière, cette victoire a eu beaucoup de saveur pour lui. Parce qu'elle a marqué finalement son entrée dans le grand bain. Dans le grand bain des vainqueurs des grandes courses, surtout ensuite des coureurs que l'on surveille dans les grandes courses. Eh bien, Romain Bardet sait et attache bien sûr une valeur toute particulière à cette course qui lui avait souri l'an passé, parce qu'on sait que par la suite, l'année 2014 lui a été particulièrement agréable sur le plan sportif. Il est en effet sur le même schéma de travail que celui qu'il a réalisé l'an passé. Ça veut dire qu'il est sérieux, ça veut dire qu'il a évidemment bien su se reposer à la fin de l'automne, reprendre le travail, reprendre l'entraînement, et je dirais son cahier d'entraînement et de travail, de compétition et de forme semble pour le moment identique à celui réalisé l'an passé. Alors c'est pas Rohan Dennis ça que l'on voit actuellement en dernière. Non, c'est Peter Stetina, l'américain de la formation BMC, qui est en train de revenir apparemment sur les coureurs. Sur Romain Bardet. Alors Romain Bardet aurait été repris par Bokeh Mollema et maintenant par Peter Stetina. Ils sont donc 3 et c'est peut-être pas plus mal pour Romain Bardet. Il était un petit peu loin de l'arrivée, surtout que vu sa condition physique du moment, il est capable de sortir dans le final, notamment sur la dernière ascension du mur d'Alex. 3 leaders, 3 équipes World Tour quand même. Bon, même si derrière on est en train de réagir avec à moins de 15 km de l'arrivée, à moins de 6 km de la dernière difficulté, le mur d'Alex. Eh bien, on va voir si ces coureurs sont capables de se regrouper. Derrière,
On voit effectivement que ça bouge avec Cyril Gauthier ici à l'image qui remet ça avec les coureurs de la formation Bretagne Séché Environnement qui n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. On vous rappelle que l'un des leurs, Eduardo Sepulveda, s'est imposé hier. C'était la 5e victoire de l'équipe Bretagne Séché Environnement cette saison. Elle est partie sur de très belles bases. Et pour ceux qui auraient souri sur les premières victoires obtenues sur la Tropicale Amissa Bongo en disant qu'il n'y avait pas un plateau très relevé, eh bien, auront peut-être plus de considération pour la victoire obtenue hier par Sepulveda. Johan Bagot qui accélère sur la gauche, suivi par un coureur de l'équipe FDJ, Laurent Pichon dans sa roue. Voilà, 2 hommes, Bagot, Pichon, qui essayent de sortir, mais on réagit immédiatement derrière avec la formation Ethics, Quick Step. Et Samuel Dumoulin qui est là, juste dans la route de Samuel. S'il est là, c'est qu'il marche, croyez-moi. Et il aime bien ce genre d'arrivée avec une côte comme ça très 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 difficile. Souvenez-vous qu'il avait gagné notamment la première étape du Tour d'Auvar il y a 3 ou 4 ans au moins, avec une arrivée finale sur une ascension d'au moins une vingtaine de %. Maxime Bouet qui est là également, toujours aux avant-postes pour Ethics. Alors que l'on est maintenant à 13 km de l'arrivée. Allez, Bokemolema. Non, c'est pas Bokemolema, pardon. Alors, Jasper Stuyven qui est actuellement en tête pour l'équipe Trek. Il y a une prise au vent, ça fait parachute là, son imperméable mal rangé dans la poche derrière. Il a peut-être les imperméables de ses équipiers aussi. Le Belge qui ne fait Pierre Roland qui revient aux avant-postes. Patrick, intéressant, lui qui était échappé pratiquement toute la journée hier. Oui, il a bien récupéré. Visiblement, il n'a pas eu les jambes lourdes. Non, c'est l'un des rares. Hein. Ouais. Ils ont presque tous abandonné hier aujourd'hui les coureurs qui étaient échappés hier. Petit peloton. Pour l'instant, Pierre Roland, toujours aux avant-postes. On a toujours un coureur de l'armée de l'air qui est présent. L'armée de terre. L'armée de terre, pardon. L'armée de l'air, c'est parce que j'ai fait mon service militaire. Ah, ça trahit votre âge, hein, quand même. Vous avez fait le service militaire? Eh oui, j'ai fait le service militaire. Allez, c'est reparti. Il n'y a pas de temps mort, hein, quasiment. On ne temporise jamais dans le final. On est à 12 km de l'arrivée en direction de la dernière difficulté. Pierre Roland qui, vous le voyez, tire sur l'élastique. Alors il y a 2 coureurs de l'équipe Cofidis présents dans ce groupe, donc Johan Bagot. Et là c'est toujours Bagot en tête. Non, c'est pas Bagot en tête, c'est pas son style. C'est Rudy Mollard, voilà, tout à fait. Rudy Mollard. Vous reconnaissez bien les coureurs de l'équipe Cofidis, hein, je suis impressionné. Bagot et Mollard. Oui, c'est vrai. J'ai un peu de... Dommage de pas le... Pierre Roland, je le reconnais aussi. Hein. Tout va bien alors. Allez, Johan. Attention. Allez, Johan Bagot cette fois-ci, pas d'hésitation. Le coureur d'ailleurs dont le papa est l'un des pilotes d'invités dans les voitures présentes autour de la course de ces boucles de Romardèche. Bretagne Séché. Jean-Claude qui a été coureur professionnel. Qui a gagné une très belle étape à Paris-Nice. Alors que l'on franchit la Drôme en direction de Livron, en direction le nord. Et on ne va pas mollir parce que même si le vent n'est pas très fort, c'était plutôt un vent du sud qui était annoncé. Allez, Zoidel qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, le champion d'Autriche, vous le voyez, qui vient de repasser en première position avec un coureur de la formation Wanty. Des accélérations qui sont timides, hein. On voit que les coureurs ils ont peur de s'employer avant d'escalader le mur d'Alex et surtout la côte du Haut-Livron. Vous avez raison de le préciser parce que depuis tout à l'heure je vous parle du mur d'Alex, mais je fais bêtement l'abstraction du mur de la côte du Haut-Livron sur les hauteurs de Livron, donc le village qui domine, le hameau qui domine la ville arrivée et qui sera une montée très étroite, moins difficile que la difficulté précédente, mais quand même
dans le final immédiat. Donc si l'on est capable de porter une grosse attaque dans la côte du Haut-Livron, eh bien on peut finir en solitaire. Alors, la côte d'Alex auparavant sera franchie et voici le profil de ce mur d'Alex. Si vous n'étiez pas présent au début de cette retransmission, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais le mur d'Alex est impressionnant avec notamment une pente maximum à, je sais plus si c'est 16 ou 18%, parce que j'arrive pas à lire, mais en tout cas, on l'a vu tout à l'heure sur les images. Merci Lionel. Voilà, 16% pente maximum après 800 mètres, donc ça va faire mal tout à l'heure entre ces hommes. On va avoir une explication, c'est évident, d'abord dans le mur d'Alex et ensuite dans la montée de Livron, et tout ça en moins de 10 km. Allez, ça se regarde un petit peu derrière. On a quand même 4, 5, 6 coureurs qui du coup en profitent pour prendre leur distance, un petit peu plus que ça. 7 coureurs. Ouais, ça se passe bien. Mais je vois pas beaucoup malheureusement, de Français. Alors il y a un coureur de l'armée de terre et Europcar, c'est peut-être Cyril Gauthier encore une fois de plus, alors que l'on entre dans le mur d'Alex. Ça y est, c'est parti. Le mur d'Alex, allez. Et là, on va pas avoir vraiment de temporisation avec Stetina en première position. L'Américain Peter Stetina. D'ailleurs, a priori, deux Américains aux 2 premières places, puisque derrière, c'est un coureur, enfin je sais pas si c'est un Américain, mais c'est un coureur de l'équipe United Elsewhere. Une équipe continentale pro-américaine. Cyril Gauthier est là, oui. C'est exactement le genre de boss qu'il apprécie. J'y vais pas, il se place en 2e position, il est un peu plus prudent que d'habitude, tant mieux. L'hélicoptère va nous montrer si derrière on a réagi, derrière ces hommes de tête. Il y avait une cassure. Est-ce que cette cassure augmente ou au contraire est-ce qu'elle est comblée? Apparemment il y a des hommes qui tentent de recoller. Voilà, on n'a pas grand monde quand même. Regardez, c'est chacun pour soi. Et on n'est pas en haut du mur. Il va y avoir des différences en haut du mur d'Alex. Et le trou sera peut-être creusé. C'est parti. Et Cyril Gauthier l'a compris. Ça y est maintenant. Cyril Gauthier, le Breton, a décidé de porter son effort à 9 km de l'arrivée. Et Stetina qui s'accroche quand même dans la route Cyril Gauthier. Et Mollema en 3e position. Qui tente lui aussi de raccrocher au wagon. Yann Guyot de l'armée de terre derrière. Pas mal ce coureur aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, le champion de France amateur. Oui, Yann Guyot, ancien vainqueur du Tour de Bretagne. Mais là c'est beau. Vous voyez que c'est très difficile. Et Cyril Gauthier, si souvent attaquant et si peu souvent récompensé, joue son va-tout à 9 km de l'arrivée avec toujours l'indécrottable Peter Stetina. Si j'ai un conseil à donner à Cyril, c'est de ne pas distancer Stetina pour le moment. Il y a encore le temps. Je pense que Stetina peut l'aider dans sa progression. Ce serait, à mon avis, une erreur de vouloir le distancer trop vite. Il aura tout le loisir de le faire dans la côte du Haut-Livron. Voilà, d'autant que Stetina, s'il s'accroche tout de même dans la côte du Haut-Livron, il n'est pas rapide au sprint par rapport à Cyril Gauthier, qui n'est pas non plus extrêmement rapide, mais qui est bien meilleur que Stetina. Allez, Stetina, Gauthier, 2 hommes pour l'instant, avec quelques secondes simplement d'avance au sommet du mur d'Alex. Derrière, on retrouve 3 hommes, Bauke Mollema, en compagnie d'un coureur de l'équipe Columbia et en compagnie de Yann Guyot, qui forme donc le premier groupe de poursuivants. Voici le 2e groupe de poursuivants, avec Sébastien Delfosse, que l'on retrouve. Sébastien Delfosse, avec Romain Bardet, qui est là, et il y a un homme de l'équipe Ethics Quick-Step. Je sais pas de qui il s'agit, c'est pas Maxime Bouet, non, Cyril, il va trop vite dans le virage. Attention, là, il s'est fait surprendre à la décision. Allez, il faut relancer, il a du mal. Stetina relancer. Et Cyril qui préfère ne pas l'attendre. Voilà, virage à gauche, très serré au bas de cette descente. Vous savez pourquoi il s'est fait avoir? Parce qu'au tour précédent, il tournait à droite pour aller chercher justement la boucle vers le sud. Et là, c'était à gauche pour rejoindre Livron. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire gauche-droite. C'est la raison pour laquelle il a été surpris, Cyril Gauthier. Il a perdu quelques secondes et finalement, il a mieux relancé que Stetina au sprint, littéralement. Voilà. Oui, il a réussi à changer de braquet juste pour mieux relancer, alors que Stetina s'est bloqué avec un braquet plutôt tout à droite. Stetina s'est peut-être fait peur justement sur la faute de Cyril Gauthier. Allez, on tourne à droite. Et l'on va reprendre la route de Livron. Et il relance bien Cyril. Ah oui. Il est lucide.
On annonce 7 secondes. Alors 7 secondes par rapport au groupe de qui? De Romain Bardet avec... non, attendez, là c'est... Oui, c'est ça, le groupe de Romain Bardet avec Johan Bagot. Bagot, Rudy Mollard, Bardet... Il y en a qui sont intercalés. Samuel, non, c'est Samuel Dumoulin, pardon, qui est là. C'est pas... Oui, à mon avis, c'est un groupe un peu plus loin. Oui. Stetina qui s'est fait reprendre par Guyot voilà et le premier Mollema. Groupe poursuivant. Alors j'ai dit tout à l'heure un Columbia, mais non, c'est parce que c'est un Trek qui a gardé sa surveste. Donc toutes mes excuses. On a 2 coureurs de l'équipe Trek en poursuite, juste derrière Cyril Gauthier, en compagnie de Stetina, donc, et en compagnie de Yann Guyot. Alors les 2 Trek, a priori, ce sont Bokeh Mollema et Féliné. Et malheureusement, Cyril Gauthier est repris à 7 km de l'arrivée. 5 hommes en tête. Et Cyril, il faut récupérer autant que possible dans la route de ses coureurs et à nouveau placer une attaque dans la montée de la côte du Haut-Livron. Mollema, Guyot, Stetina, Féliné, Cyril Gauthier. Et derrière, on n'est pas loin. Hein. Le groupe Bardet, Delphos et Verona sont en train de revenir sur la tête de la course à 6 km 500. C'est magnifique cette course. Et c'est pas terminé puisque vous voyez ensuite le groupe de Dumoulin. Voilà. Avec Impey, Bagot, Mollard. avec Mollard et avec un coureur de Bretagne, c'est Jean-Marc. C'est Jonathan Hiver. 5 coureurs. Et on discute là entre Daryl Impey et Samuel Dumoulin. Allez, on revient sur la tête de la course avec Cyril Gauthier. Cyril Gauthier, il a déjà fait un effort, on a envie de dire. Il continue de prendre des relais. Il est vraiment généreux, Cyril, mais malheureusement parfois trop. Parce qu'il n'a pas envie que ces 3 la rentrent, parce que parmi ces 3, il y a Romain Bardet notamment. Mais personne n'a envie que ces 3 la rentrent. Derrière d'ailleurs, ça se regroupe. Donc est-ce qu'ils tous ces coureurs vont s'organiser maintenant pour revenir sur le groupe Cyril Gauthier? Est-ce que Bardet va travailler pour Samuel ou le contraire? Est-ce que Rudy va travailler pour Bagot ou le contraire? Alors on a 5 coureurs à l'avant et 8 coureurs en poursuite désormais. Voilà. Est-ce que Féliné qui ferme la marche? Alors, Bokeh Mollema qui est en tête. Les 2 Trek encadrent cette tête de course avec bien sûr Cyril Gauthier, avec Peter Stetina qui sont intercalés, sans oublier bien sûr Yann Guyot. C'est tous les coureurs de l'équipe Orica se sont fait totalement piéger à eux qui ont mené la poursuite derrière Ben Gastoer qui était échappé depuis longtemps et Quentin Paché. Et aujourd'hui là, et en ce moment, je dirais dans le final, eh bien ils se sont fait contrer. On ne les voit plus, même si évidemment on peut compter sur la présence de Daryl Impey dans le groupe Bagot. Devant, s'il y en a qui ont vraiment pas intérêt à assister à un regroupement, c'est quand même les coureurs de Trek, hein, parce qu'ils sont bien représentés. Ils ont Féliné qui a fait 3e, qui a réglé le sprint du groupe hier, le groupe des 13. Il est le favori dans ce groupe. Il a la chance d'avoir un équipier à ses côtés. Il a la chance d'avoir un Cyril Gauthier qui prend ses relais. Donc, ils doivent vraiment, les Trek, éviter le regroupement avec les coureurs de l'arrière, les 8 coureurs qui sont en poursuite. Johan Bagot qui se sacrifie pour Rudy Mollard, j'ai l'impression, derrière. Hein. Enfin, en tout cas, qui a pris la décision finalement de faire l'effort pour rentrer, même si c'est pas très efficace et on lui en voudra pas pour le moment, mais il faudrait une organisation plus harmonieuse derrière hein, pour revenir. Maintenant c'est Rudy qui roule maintenant, mais c'est soit l'un soit l'autre, mais c'est pas les deux les gars. Hein. Alors petite rectification puisqu'on a vu le dossard de Brambilla, Gianluca Brambilla, et donc ce n'est pas dans le groupe de poursuivants Carlos Verona. Bardet qui roule maintenant. Alors est-ce qu'il se sacrifie pour Sam? C'est possible. C'est très possible. Parce que Sam, on connaît évidemment, on en a parlé tout à l'heure, sa capacité de puncher sur une montée sèche et difficile comme la côte du Haut-Livron. On sait que c'est un très très bon descendeur aussi. Alors Bardet semble se sacrifier. On est en train de traverser belle course d'équipe. Les coteaux du Brézem. Le Brézem, ça fait la fierté de l'Ivron. Hein. C'est la plus petite appellation des côtes du Rhône septentrional qui avait été décimée par le phylloxéra à la fin du 19e siècle. Un vignoble que les spécialistes considèrent comme confidentiel mais qui compte, selon le Dico du vin que j'ai consulté, parmi les plus grands crus des côtes du Rhône. À nouveau Johan Bagot qui roule, qui est bien seul. Ça y est, un coureur de l'équipe donc Bretagne Séchée qui vient
lui prêter main forte, Jonathan Hiver, qui aurait pu jouer sa carte personnelle, hein, Jonathan, parce que lui aussi c'est un très bon, un peu dans le profil d'un Samuel Dumoulin, il aurait pu tirer son épingle du jeu, et en plus il est le seul représentant de l'équipe Bretagne dans cette poursuite, dans ce groupe de contre-attaque. Alors soit ils se sont très très forts, soit effectivement on ne comprend pas trop. Cyril Gauthier, qui ne rechigne pas à la tâche non plus aux avant-postes. Cyril Gauthier qui nous fait des jolis rictus, hein, aujourd'hui, un peu à l'image de son leader emblématique Thomas Voeckler, mais on comprend aussi que la course à travers ce visage marqué a été extrêmement difficile aujourd'hui durant ces 200 km. Ils ont fait 200 km hier, ils en font 200 aujourd'hui. Je peux vous dire que les étapes de Paris-Nice ne feront pas tous les jours 200 km. C'est un très bon entraînement pour la course au soleil. Demain c'est repos quand même. C'est plus qu'un entraînement, hein, parce que je peux vous dire que maintenant ils ont envie de gagner. Et me reviennent en mémoire évidemment les propos d'Yvon Le Danois, directeur sportif de l'équipe BMC, qui disait il n'y a plus de course de préparation. Chaque victoire est importante. Allez, 3 km de l'arrivée. Un suspense quasiment intenable, parce que bien malin pour vous dire qui sera le vainqueur de cette épreuve. Bardet, vainqueur l'an dernier, ça c'est certain, se sacrifie au profit de Samuel Dumoulin. On connaît donc les qualités de puncher, de finisseur de Sam. Il est bien seul, hein, Romain Bardet, il est bien seul, ça sera peut-être un petit peu juste. Il faudrait que Johan Bagot vienne lui prêter main force, hein, lui qu'on a vu rouler il y a quelques instants. On a vu Jonathan Hiver aussi aux avant-postes, mais là finalement il a décidé de rester derrière. En attendant, les hommes de tête, eux, ils s'entendent bien. Les relais sont efficaces, appuyés, courts, intenses. La côte de Livron, hein, va intervenir dans quelques minutes seulement. Allez, la côte de Livron qui sera abordée dans les 2 derniers kilomètres, à 1800 mètres exactement de l'arrivée. Le pied de cette côte. Et vous allez voir que le pied, on arrive et on fait quasiment un demi-tour. Il y a une épingle à cheveux, c'est-à-dire qu'on attaque cette côte qui est quand même très pentue, pratiquement à l'arrêt. Et ça va être un vrai problème pour relancer si l'on vire mal, évidemment, dans cette épingle à cheveux. Voilà le profil de la côte dont je vous parlais. Moins pentu que le mur d'Alex, mais quand même une côte qui va faire très mal. Une chaussée extrêmement étroite. C'est presque une gargouille, en référence à la gargouille de Briançon. C'est un peu moins difficile quand même. Et ça va bien sûr servir d'épouvantail dans le final déjà très échevelé auquel nous assistons sur cette Drôme classique. Ensuite, le sommet, on est à 1300 mètres. Regardez, voilà l'épingle à cheveux. Et tout de suite, eh bien, les Trek entrent en action, effectivement, avec Bokomolema qui va essayer avec Féliné qui va essayer déjà d'entrer, de mettre en difficulté Peter Stetina qui se trouve dans sa roue avant que la jonction. Regardez Dumoulin, qui a bien profité évidemment du travail de Romain Bardet, qui perd pas de temps pour tenter de revenir tout de suite, le plus tôt, le plus vite possible sur ces 5 hommes de tête. Et Romain Bardet qui se gare, c'est fort logique, il s'est sacrifié. Il montre qu'un leader sait aussi se sacrifier pour ses équipiers. Sam. Magnifique ce que fait Samuel Dumoulin. Sevré de victoire depuis un bon moment. Il n'a pas gagné en 2014. Il va passer sur la gauche, il attend même pas, il temporise pas, il ne cherche pas à récupérer tout de suite. Et on s'observe derrière. On s'observe, Stetina n'a pas voulu y aller. Delphos n'a pas pu. Cyril Gauthier n'a pas voulu. Et Samuel Dumoulin est en train de faire la différence. Les mains en bas du guidon. C'est magnifique. Tout en force. Regardez comme c'est étroit. Et ça passe pour Samuel Dumoulin. Ça passe avec quelques mètres d'avance. Attention, on va pas se laisser abuser par ces quelques secondes qu'il a prises. Il va falloir être prudent. Je vous disais qu'au sommet, il restait encore 1300 mètres à couvrir. 1300 mètres, 1 km 300. Il y a la descente où on ne lui reprendra pas de temps. Et ensuite, il y a 600 mètres de plat. Et c'est assez tortueux dans la traversée de Livron. Vous le verrez. Et ça va bien sûr jouer en sa faveur. Il l'a compris, Samuel Dumoulin, que dans ce final extrêmement tortueux, il avait sa chance parce qu'il allait immédiatement pouvoir se mettre à l'abri du regard de ses poursuivants. Et c'est ce qui va bien sûr importer pour aller chercher cette victoire d'étape. Imaginez, l'arrivée est au bout d'une ligne droite de 150 mètres seulement. Et voilà, il prend tous les risques maintenant dans cette descente dans laquelle il se jette. À corps perdu, Samuel Dumoulin qui est en train peut-être d'aller chercher sa première victoire et une nouvelle victoire peut-être pour l'équipe AG2R, mais nous ne nous enflammons pas trop parce que ce n'est pas encore terminé. On est maintenant dans le dernier kilomètre et ça continue, vous le voyez, à être extrêmement sinueux. Il y a encore 1, 2, 3 virages à angle droit avant l'arrivée et Samuel Dumoulin est très bien parti pour l'instant pour aller chercher ce succès. Vous y croyez maintenant peut-être? Oui, j'y crois, mais j'y crois depuis
depuis son accélération, même si effectivement j'imaginais pas qu'il était capable de déborder les coureurs qui étaient devant lui à ce moment-là, mais il les a débordés, il les a enrhumés carrément sur ce débordement dans cette côte du Haut-Livron. Je reconnais le Sam qui est le puncher qu'on connaît, qu'on l'a vu gagner comme ça sur le Tour du Haut-Var, qu'on a vu aussi gagner une étape du Tour de France. C'était à Nantes, souvenez-vous, sur un sprint magistral en compagnie notamment de Romain Feuillu, pardon. Voilà Sam dans la dernière ligne droite. Et qui va s'imposer. C'est magnifique. Et on est content, on peut vous le dire, sur l'équipe 21, de vous proposer la renaissance de Samuel Dumoulin, qui n'avait plus gagné depuis mai 2013 une victoire en Coupe de France sur le Grand Prix de Plumelec. Eh bien, il s'impose à nouveau aujourd'hui. Féliné deuxième, troisième Sébastien Delfos, quatrième Cyril Gauthier, cinquième Peter Stetina et sixième, eh bien, un coureur de l'équipe Cofidis. C'est tout simplement Rudy Mollard. Voilà donc en ce qui concerne le classement de cette Drôme classique qui consacre la victoire d'un homme âgé de 34 ans qui donc retrouve le chemin du succès pratiquement 2 ans après son dernier. Et la victoire de Samuel Dumoulin, effectivement, mais surtout la victoire d'une équipe, la victoire de l'équipe AG2R. Souvenez-vous, Ben Gastoer, longtemps échappé, qui menait un train assez soutenu, très soutenu, qui a mis en difficulté tout l'ensemble de l'équipe Orica Green Edge qui assurait la poursuite derrière. Ensuite, un contre de Romain Bardet qui a encore enfoncé le clou pour mettre en difficulté tous les adversaires de l'équipe AG2R qui ambitionnait évidemment aussi de gagner cette épreuve. Et encore Romain Bardet qui s'est sacrifié pour Samuel Dumoulin dans le final et le propulser vers la victoire. Samuel qui avait plus qu'à finalement étrangler le mulot dans la dernière côte du Haut-Livron. Oui, et puis il faut noter aussi quand même que l'équipe AG2R conserve son titre parce que Romain Bardet s'était imposé l'année dernière à Valence. Eh bien, c'est à nouveau un coureur de l'équipe AG2R La Mondiale qui s'impose cette année et on a vraiment vu une passation de pouvoir, de relais même entre Romain Bardet au moment où celui-ci, après avoir roulé eh bien, tout simplement dans la vallée entre le mur d'Alex et la montée du Haut-Livron, s'est sacrifié, a réussi à revenir pratiquement au contact, mais pas tout à fait, parce qu'il a fallu que Samuel Dumoulin fasse l'effort pour revenir sur ce groupe. Et surtout, c'est là l'intelligence et surtout l'énergie de ce petit bonhomme, mais de ce grand géant aujourd'hui, qui a su continuer sur cette lancée, dans cet effort très intense, sans se préoccuper des coureurs qu'il était en train de dépasser, pour basculer en tête au sommet du Haut-Livron et plonger vers la ville d'arrivée. Magnifique victoire de l'équipe. Sans jamais s'affoler, parce qu'il n'a jamais été échappé, je dirais. Il n'a jamais pris le risque de suivre tous les attaquants. Il est toujours resté en observation, non pas en retrait, en observation. Et croyez-moi, quand on sent qu'on a de bonnes jambes et qu'on a envie d'être devant, eh ben on fait souvent des erreurs. L'attaque de et là, il n'en a pas fait parce qu'il a attaqué une seule et unique fois sur cette épreuve, juste au moment où il fallait faire la différence dans la difficulté la plus intense de ce parcours, qui se situait donc à 1,5 km, 2 km de l'arrivée. Mais croyez-moi, à ce moment-là, il faut être très fort pour réaliser ce qu'il a réalisé. C'est la 33e victoire de Samuel Dumoulin dans sa carrière. C'est un coureur d'expérience âgé de 34 ans. Son plus beau succès reste très certainement la victoire dans le Tour de France à Nantes, à laquelle vous avez fait référence. C'était en 2008. Mais c'est également un coureur qui s'est illustré sur des grandes courses comme le Grand Prix de Ploué, où il était monté sur le podium en 2013. Et surtout, regardez cette rage en franchissant la ligne, parce que c'est vrai qu'on connaît bien Samuel Dumoulin qui rongeait un peu son frein depuis trop longtemps. Quand on est sprinter, puncher et qu'on ne gagne plus de courses, eh bien ça finit par vous atteindre moralement. Eh bien il a réussi à justement cette fois-ci à retrouver le chemin du succès à l'image d'une équipe assez tonitruante sur ces boucles Drôme Ardèche et surtout sur cette Drôme classique. Samuel Dumoulin qui devance donc l'Italien Fabio Féliné, déjà 3e hier, 2e aujourd'hui, mais l'équipe Trek, en dépit de tous ses efforts, n'a pas réussi à vaincre ici dans la région. Sébastien Delfos pour Wallonie-Bruxelles prend place sur le podium à son tour, et Cyril Gauthier, encore une fois abonné aux places d'honneur, restera au pied du podium. À noter la bonne place de Yann Guyot qui prend la 7e place donc à l'arrivée. Regardez cette image.
C'est ça une équipe. Et oui, avec Michael Cherel, qui a beaucoup travaillé. Cherel, il fait partie des coureurs dont on ne parle pas, mais qui était là, présent, et qui eh bien a fait le travail, a fait le job. Il s'est pas mis en lumière. Il savait qu'il pouvait faire confiance à Romain Bardet et à Samuel. Je pense que Claire est en compagnie de Samuel. Tout à fait. Eh bien, je vous laisse justement féliciter Samuel Dumoulin. Samuel qui doit être content. Dernière victoire en 2013. Vous la tenez en début de saison 2015. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas gagné, ça me manquait. Et j'étais un peu dépité la semaine dernière, là j'avais pas des bonnes sensations alors que j'ai passé vraiment un hiver à beaucoup travailler. J'étais allé en Australie, ça allait pas mal, mais j'ai vrai que cette semaine j'étais un petit peu dans l'expectative et voilà, je savais pas trop ce qui allait se passer ce week-end. J'espérais un petit signe du ciel pour me redonner le moral et aujourd'hui ça allait vraiment bien et vraiment une grosse équipe AG2R La Mondiale tout le week-end. On a été vraiment très concernés par la course. C'est vrai qu'on évoluait à domicile avec en plus beaucoup de locaux et voilà, aujourd'hui je me suis réveillé, je me sentais bien et bon, les conditions ont été difficiles pour tout le monde, mais c'est vrai qu'au premier passage sur la ligne, j'avais pas un gros moral. Et je voyais le ciel bleu, alors je me suis dit, il faut insister, ça va sûrement revenir. Des super jambes, on a très bien couru collectivement. Et voilà, le dernier relais de Romain qui m'a été vraiment très précieux pour pouvoir faire la différence. Dans le bus, il y a JC, il m'a dit, t'es notre meilleure carte aujourd'hui. J'y croyais pas vraiment parce que c'était quand même un parcours qui était très exigeant avec les conditions météo. Mais dans la dernière bosse, je me suis pas posé de questions. J'ai lancé progressivement mon attaque pour pouvoir basculer. Et dès que j'ai vu que la moto de télé, elle s'était intercalée, je me suis dit là, avec les virages, ça va être difficile de me reprendre. Bravo Samuel, c'est vrai qu'on a vu Romain Bardet lever le pouce en passant la ligne. C'est vraiment une victoire d'équipe. Félicitations Samuel, merci. Voilà, vous venez d'entendre Samuel Dumoulin, heureux, satisfait, réconforté par Claire Bricogne, mais surtout par cette victoire ici sur le Val de Drôme. On va se quitter sur cette victoire française d'une équipe AG2R La Mondiale. Et on vous remercie de votre fidélité sur l'équipe 21. Avec Éric Boyer, nous étions ravis de vous présenter du cyclisme de haut niveau. Dans une semaine, il y aura Paris-Nice. Merci aux équipes techniques d'Euromédia, de Data TV, et de StudioSat. On va se quitter. Merci également à Clémence Chauvin ou à notre réalisateur Lionel Weitzer, assisté de Alexandre Philippon. Et on se retrouve très vite, on l'espère, pour du cyclisme sur l'équipe 21. Au revoir Éric Boyer. À bientôt à tous. Au revoir. Je vais aller faire un bisou à Samuel. Allez, on y va. On y va.